C'est une constante que chaque crise épisodique révèle. Les médias racontent une réalité, les quartiers disent en vivre une autre. Des événements de 2005 au débat sur le communautarisme ou à l'affaire Naël, les rendez-vous manqués surpasseraient largement les moments de compréhension. Pourquoi les grands médias peinent-ils toujours à raconter ces territoires ? Les quartiers ont-ils eux-mêmes du mal à se laisser raconter alors qu'un Français sur deux n'a aucun lien avec ces lieux de vie ? Quelles conséquences de ce miroir déformant pour notre vie en société et qui pour le rectifier aujourd'hui? Bienvenue dans Au Micro, votre émission de débat de société avec des personnalités issues des quartiers ou pas, à retrouver en podcast et sur YouTube. C'est sur France 24. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce lieu. On est aujourd'hui à Clichy-sous-Bois, aux ateliers Médicis, en plein cœur de la ville. Un lieu artistique qui s'attache à faire émerger des voix nouvelles aussi dans le monde des médias. Et justement, Sarah Ichou, votre média, le Bondy Blog, est un incontournable si on veut prendre le pouls des quartiers. Vous y publiez votre premier article à 13 ans et vous en êtes aujourd'hui la directrice. Le bébé a 20 ans. Il naît des révoltes urbaines de 2005 et fait face aujourd'hui à de nombreux défis. Vous nous raconterez. Bala Fofana, vous êtes journaliste lifestyle pour Libération. Vous y décryptez les tendances de notre société. En parallèle, vous tenez des ateliers d'éducation aux médias auprès de la jeunesse. Vous êtes aussi l'auteur de La prophétie de Dali. Très beau récit autobiographique de votre déracinement, vous le franco-malien, c'est publié chez Grasset. Et fierté pour Sarah, vous êtes un ancien du Bondy Blog. Elsa Vigoureux, vous êtes grand reporter au Nouvel Observateur, vous y suivez les faits divers et judiciaires. Vous êtes aussi autrice. Avec Assa Traoré, vous écriviez notamment Lettre à Adama, journal de bord du combat porté par la sœur d'Adama Traoré après sa mort aux mains de la police en 2016. Et Amadou Dabitao, bonjour. Vous êtes entrepreneur, fondateur de Banlieusards Nouveau, un média en ligne. Pour vous, l'idée, c'est justement de valoriser ce qu'il se passe dans les banlieues et c'est assumé. Vos reportages sont suivis par plus de 60 000 personnes sur Instagram. Je vous propose d'en saisir l'état d'esprit pour commencer avec un de vos teasers, toujours très travaillé. Bonjour et bienvenue dans notre émission Enquête en territoire urbain. Aujourd'hui, nous sommes dans le quartier du Luth à Gennevilliers, un quartier réputé extrêmement chaud. Vous n'en avez pas marre, vous? Toujours les mêmes histoires qui se répètent. Ceux qui parlent le plus de nous sont ceux qui nous connaissent le moins. En réalité, on est sur une mine d'or et on est les mieux placés pour parler de nous. Il y a de la richesse partout, donc même chez nous. Et ça, je ne devrais même pas avoir à vous le dire. Les banlieues françaises influencent le monde, notre culture est convoitée à travers le monde. Donc voilà, ça démarre fort. Ça, c'est un teaser que vous avez fait pour votre média en ligne Banlieusards Nouveau. Donc vous y allez avec humour. Vous avez grandi au Luth, à Gennevilliers. Vous avez vraiment une prise de conscience à un moment donné, justement, de ce décalage entre ce qui se passe à la télévision et ce que vous vivez, vous? Bah, clairement, totalement. C'est ce truc où, quand on parle de moi, quand on parle des personnes qui me ressemblent, des personnes qui viennent des mêmes milieux que moi, souvent, ce qu'on en dit ne ressemble pas vraiment à ce que moi je peux observer ou à ce que moi je peux voir. C'est-à-dire qu'effectivement, on va donner des éléments qui font partie de cette réalité, mais qui ne sont pas l'ensemble de cette réalité. Ce n'est pas l'entièreté de cette réalité. C'est-à-dire qu'on raconte l'histoire sous un seul prisme, très souvent, malheureusement, et c'est un prisme en plus qui nous dessert. Et donc moi, je ressens justement le besoin et l'importance de nous réapproprier ces histoires-là, et surtout que ces histoires-là sont racontées par les personnes qui sont le plus légitimes de le faire. Donc celles qui vivent ces histoires-là, qui les connaissent le mieux. Et donc c'était un peu ça que je voulais illustrer, c'est que souvent les gens qui parlent le plus de nous sont ceux qui nous connaissent le moins, en fait. Donc voilà. C'est une impression que vous êtes voisins, en fait. Enfin, vous étiez voisins, vous êtes de Gennevilliers, pas très loin, donc pas au Luth. Oui. C'est intéressant parce que c'est vrai que cette dimension des quartiers qui ne pouvaient pas être racontée par les gens eux-mêmes, pour moi, elle existait fort. Alors, on n'a pas le même âge, je vais avoir 50 ans et j'ai grandi aussi à Gennevilliers. Et elle existait fort pour moi, mais c'était le fait de pouvoir porter un nouveau regard sur ces quartiers-là. La porte était fermée. Et là, aujourd'hui, alors même si c'est vrai que la dissonance demeure, la porte est ouverte quand même. Et rien que le travail que tu fais là est un travail possible. Avant, c'était même pas possible.
pour les gens de pouvoir s'exprimer. Donc, pour moi, ça a plutôt super bien évolué, ou en tout cas, le champ des possibles est vaste aujourd'hui, alors qu'il ne l'était pas du tout à l'époque. Il fallait qu'il y ait des journalistes engagés qui acceptent de donner la parole, et ensuite, il fallait qu'ils protègent la parole des gens, la parole recueillie de ces gens-là, il fallait la protéger ensuite dans les rédactions. Aujourd'hui, quand même, les portes sont beaucoup plus ouvertes. Donc vous avez fait, en fait, ce que vous dites, c'est que d'une certaine manière, vous avez déjà amorcé un travail et que même en profitent et que finalement ils se font héritier aussi de ce travail-là. Je dis que ça a beaucoup évolué. Je ne sais pas si c'est nous qui avons véritablement amorcé le travail. Moi, j'ai fait ma part de travail à mon sens et à mon échelle. Oui, on y reviendra. Mais ensuite, il y a aussi l'apparition des réseaux sociaux qui a donné la parole aux gens et qui a fait que la parole et les yeux des gens sont devenus des choses importantes pour tout le monde. Enfin, c'est-à-dire que quand on est personne, on peut regarder et dire quelque chose. On peut voir les choses, dire quelque chose et le faire circuler, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il fallait avoir une légitimité pour parler et pour dire. Aujourd'hui, l'information, elle circule, elle est libre. Avant, elle était payante. Avant, nous étions propriétaires de l'information, nous, les journalistes. Et puis, on la distribuait, on la vendait. Aujourd'hui, elle est gratuite. Et aujourd'hui, tout le monde peut fabriquer de l'information. Il suffit de savoir regarder, de savoir parler ou à sa manière de savoir exprimer les choses. Oui, mais toute information n'a pas avoir forcément le même poids et le même... Ah non, après, il faut travailler, il faut avoir un petit talent, ou il faut avoir une petite force, ou alors il faut créer un collectif. Enfin, en tout cas, les possibles existent. Ils n'étaient pas aussi nombreux avant et le champ n'était pas aussi vaste avant. Bala Fofana, quand vous écrivez justement la prophétie de Dali, donc vous êtes arraché au Mali, vous dormez, en arrivant en France, vous dormez dans ces motels. Alors vous dites que c'est une contraction de moche et d'hôtel pour vous. Puis vous atterrissez à Créteil, dans un quartier que vous aviez connu quelques années auparavant. Ces années, vous les racontez finalement avec beaucoup de tendresse, par l'écriture aussi. C'est ça que vous voulez faire, c'est rétablir une vérité sur ces lieux-là. Il y avait un peu cette ambition aussi, au-delà de votre histoire personnelle. Je dirais même pas rétablir une vérité, parce que, en fait, j'estime que, bien sûr que maintenant, on peut investir beaucoup d'endroits pour raconter les quartiers, et que le numérique a été une révolution très forte pour ça. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui se pose toujours, c'est... avoir sa place à la table dans les institutions. Et ça reste quand même très important, quoi qu'on en dise. Sortir une autofiction, un roman qui part de mon expérience, le sortir chez Grasset aussi, ça signifie quelque chose. Ouais. Dans le sens où, quand on regardait... auparavant le catalogue Grasset, c'était pas ces récits-là qui étaient mis en avant, et c'était aussi se donner le droit de changer les centralités, en fait. Et je pense que c'est important d'aller changer les centralités dans les institutions. Et donc ouvrir un roman publié chez Grasset où la centralité va être celle d'un enfant de 6 ans qui pense en langue mandingue et pas en français, bien sûr que ça change beaucoup de choses. Et pour moi, les réseaux sociaux, c'est un premier endroit, et le web et le digital est un premier endroit. Et après, on a une mission d'aller pénétrer les institutions pour aller changer les regards et les perspectives dans les lieux de pouvoir, en fait. Parce que ce dont on parle, c'est avant tout des rapports de pouvoir et des rapports de force. Vous êtes journaliste chez Libération, qui est quand même un média installé. Vous avez eu besoin d'aller justement plus loin. Ça suffit pas forcément aujourd'hui de porter sa parole dans un média comme celui-ci. En fait, c'est pas aller plus loin. C'est une autre extension de ce que je peux faire en soi. C'est pas parce que j'ai été dans un journal que je me suis dit que tiens, c'est pas assez, il faut sortir un livre. Moi, j'écris depuis que je suis au collège. Mais en tant que collégien, j'avais jamais rencontré un auteur de ma vie et je pensais que les auteurs étaient des gens morts. Donc c'est aussi ça, le cheminement d'une personne. Et parce que, typiquement, on sait aussi une chose dans les quartiers populaires, c'est que c'est les endroits avec les évolutions sociales les plus importantes. Et c'est les territoires dans lesquels il y a le plus d'ascension sociale. Et c'est rarement mis en avant parce que ce sont des arbres qui vont pousser sans faire de bruit et qui vont quitter ces territoires-là aussi pour être remplacés par des familles qui vont revenir à un état antérieur de la famille qui part. Et ça aussi, c'est des choses qui sont peu dites. C'est que on parle toujours d'ascenseur social en panne. C'est une réalité.
Mais les territoires qui défient les statistiques sont les territoires des quartiers populaires. C'est effectivement des territoires où il y a énormément de mouvements, à la fois du dynamisme et des départs, des arrivées. Est-ce que ça en fait, justement, pour le Bondi Blog, peut-être vous pouvez nous répondre, des territoires difficiles à raconter, parce que justement, ça bouge tout le temps? Non, je pense pas que ça en fasse un sujet plus difficile qu'un autre, finalement, à partir du moment où on a envie de réellement le raconter. Autour de cette table, j'allais dire, il n'y a pas de table, mais on s'entend. On vient tous, finalement, de ces quartiers dits populaires. Et donc, en tout cas, de notre côté au Bondi Blog, et toutes les personnes qu'on a accompagnées au Bondi Blog, qu'on accompagne encore aujourd'hui, et toutes les personnes qu'on raconte, du coup, au Bondi Blog, je dirais pas qu'ils trouvent ça difficile de raconter à partir du moment où, en fait, c'est une réalité qui est... on fait notre travail journalistique, en fait. Donc, c'est juste raconter une histoire. Donc, après, effectivement, là où ça peut être plus compliqué à certains moments, c'est que d'autres journalistes font pas forcément ce travail en profondeur et honnêtement, disons. Donc, du coup, forcément, on souffre, disons, d'une certaine... problématique à ce niveau-là parfois, et encore. Mais non, par contre, je pense pas qu'il y ait une difficulté particulière à partir du moment où on décide de raconter les quartiers populaires comme on raconterait autre chose, finalement. Et à partir du moment où on fait notre travail honnêtement. Donc vous, votre ADN, à la base, c'est le rééquilibrage, en fait. Justement, vous vous positionnez. Et donc, il y a des médias qui racontent certaines choses, vous vous y reconnaissez pas, et vous essayez justement de contrebalancer ça. C'est toujours votre ADN aujourd'hui ? Ou les choses ont un peu évolué en 20 ans? Si, c'est toujours notre ADN, parce que c'est toujours un problème. Effectivement, même si, je suis d'accord, il y a plein de choses qui ont changé. Les réseaux sociaux ont permis... Le Bondi Blog a été le premier pure player en France, donc média qui existe uniquement en ligne. Ouais. Entre-temps, il y en a eu énormément. Entre-temps, aujourd'hui, tout le monde est son propre média. Aujourd'hui, il y a plein d'autres médias installés qui racontent les quartiers populaires et qui les racontent bien, notamment Banlieusards Nouveau et d'autres. Vous avez un peu ouvert la voie aussi, vous le voyez un peu comme ça? Et le Bondi Blog, alors moi, à titre personnel, j'étais trop petite pour avoir ouvert quoi que ce soit, mais effectivement, le Bondi Blog a ouvert pas mal de choses à ce moment-là, ça c'est clair. Et surtout, a permis finalement, comme l'expliquait Bala, a permis à pas mal de personnes d'aller dans certaines institutions journalistiques. Aujourd'hui, il y a des centaines de journalistes qui sont passés par le Bondi Blog, qui sont aujourd'hui dans des rédactions dites traditionnelles. À commencer par Bala. Ouais, je vais faire des passes à tout le monde. Non, bien sûr. et ça aussi, c'est un élément qui est peu pris en compte. Ça veut dire que le Bondi Blog, on parle souvent du modèle économique du Bondi Blog, etc. Mais il y avait une mission de dire, humblement quand même, on va être le Clairefontaine du journalisme. Ça veut dire que on part d'une mission qui est de amener des gens qui ne s'imaginaient pas travailler en rédaction et qui ne s'imaginaient pas travailler dans des endroits établis, aller faire le boulot ailleurs, en fait. Et c'est une mentalité qui vient tout droit de la lutte pour les droits sociaux américaine, qui est ce qu'on appelle a seat at the table. Ça veut dire aller oser prendre sa place dans des espaces où on ne nous attend pas et ramener ses couverts et manger à table avec tout le monde. Je vous propose une courte pause, le temps de dire au revoir à nos téléspectateurs sur France 24. Mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube et en podcast si vous n'y êtes pas déjà. Et on peut continuer ici avec des chiffres de la représentation très lacunaire de la diversité dans les médias. Donc il y a un rapport de l'Arcom qui observe les médias de la TNT sur les 10 dernières années, 2013-2023. Ce qui en ressort, c'est que les femmes sont un peu mieux représentées. Hurrah! Mais le constat reste amer pour les personnes racisées qui n'occupent que 10% des temps d'antenne de chaînes d'information et généralement sont présentées de façon négative. Plus que 8% quand il s'agit de parler de politique française. Et quant aux précaires, qui représentent 14% de la population, ils ne sont plus que 1% sur les antennes de la TNT. Disons-le, quand on est une femme précaire de quartier, on est invisible à la télévision. Elsa Vigouroux, qu'est-ce que vous pensez de ce paysage audiovisuel français? Est-ce que Je trouve que c'est pire quand on est un homme de quartier. Pour le coup. Je pense qu'il y a plus de femmes originaires des quartiers populaires qui trouveraient leur place plus dans l'espace médiatique que d'hommes. Hein. Je pense que pour les hommes, c'est encore plus difficile. Plus de clichés qui pèsent sur eux, vous diriez? Ah oui, c'est encore plus difficile pour les hommes issus d'origine immigrée. À quoi vous voyez ça précisément? Le travail que j'ai fait avec Assa Traoré, notamment, parle de ça. Enfin, je veux dire, c'est bien son frère qui a été tué par la police et pas elle, par exemple.
Je pense que pour les jeunes issus des quartiers populaires, les jeunes hommes, c'est très dur de devenir un homme. D'ailleurs, on parle de jeunes sans arrêt. Enfin, ça, par exemple, c'est un mec de 40 ans dans les quartiers, on dit le jeune. Ah ouais, ok. Il n'a pas le droit de devenir un homme. On va parler effectivement de ces débats sémantiques et de comment on pousse en fait des termes au sein d'une rédaction. Je pense que c'est plus facile pour les femmes, vraiment. Les femmes issues du quartier populaire, il n'y a pas de problème. Elles peuvent frapper à la porte des rédactions, par exemple. Je pense que c'est beaucoup plus difficile pour les garçons. Vraiment. Il y a un vrai sujet garçon dans les quartiers populaires. Garçons et hommes. Ouais. Est-ce qu'ils ont le droit de devenir des hommes? Qu'est-ce que tu en penses, Amadou? En fait, ça m'a fait sourire parce que l'exemple qu'il vient de donner là, j'en discutais avec un ami à moi, avec qui on travaille aussi, qui est moradatique, et il m'expliquait ça. Il m'expliquait que... Du coup, tu sais, il a lancé une start-up, Evoluliquid, lui et son frère. Et en fait, l'intelligence artificielle, donc je précise. Ils font un super boulot dans les quartiers. Ouais. Franchement, j'ai un très, très beau programme. Et il m'expliquait qu'à l'époque, quand ils avaient pitché Evoluliquid et qu'ils arrivaient devant des jurys, du coup, tu avais lui, je pense qu'il avait peut-être 35 ans, tu as son grand frère qui avait déjà 39 ou 40 ans en plus. Un jeune. C'est ça. et du coup, on disait que voilà, c'était des jeunes entrepreneurs de quartier. Ouais. Qui lançait une start-up. Et à côté, tu avais 2 porteurs de projets qui, eux, ne venaient pas de quartier et qui n'étaient pas des jeunes, du coup. Et donc, c'est un peu comme si les hommes des quartiers n'avaient pas le droit à l'émancipation, en fait, intellectuelle, sociale, enfin voilà. C'est difficile. Et ça demeure, hein, par exemple. Enfin, je crois que c'est une problématique prégnante dans les quartiers populaires. Mais c'est beaucoup lié aussi aux origines de ces hommes. Aux origines noires, arabes, voilà. C'est quand même du racisme qui sous-tend tout ça. Là, est-ce que vous êtes émancipé de cette image de jeune de quartier Je suis absolument pas émancipé de cette image-là. Et de toute façon, je resterai un jeune jusqu'à la tombe en France, en fait. Ça, c'est certain. C'est pas vrai, quand on est auteur... Non, ça change rien quand on est auteur, parce qu'on reste un jeune auteur. Donc, du coup, en fait, il y a toujours jeune avant quelque chose. Je sais pas, faut y croire quand même. Oui, non, mais moi, je parle de mon expérience. Moi, je crois en moi. C'est plutôt le regard de la société française. C'est pas tant y croire pour y croire ou être faussement naïf. Je suis très lucide sur comment on me regarde et comment on s'adresse à moi. Justement, alors il y a ce regard et en même temps, vous dites que vous êtes publié, donc il y a quand même ce regard légitime qu'on porte aussi sur vous. Oui, quand on sait que je suis publié. Mais je marche pas avec mon livre en collier. Non, mais il faut quand même voir. Et donc, du coup, il y a les rapports au quotidien, dans l'espace public, quand on peut être amené à faire des interviews, etc. Moi, ça m'est arrivé quand je travaillais chez TF1, qu'on me prenne pour un porteur de matériel et pas le journaliste qui faisait les interviews. Et comment on réagit dans ces cas-là? Comment on réagit? Avec humour, comme dans le livre? Non, la contrainte à l'humour, je trouve, c'est une double violence. Je dis à la personne, je suis le journaliste et eux suivent mes ordres. Ouais. Et elles s'excusent. Mais il faut quand même voir que vous avez pris votre place. Non, mais c'est bien de ne pas m'interrompre, par contre, si je peux juste développer mon propos. C'est pas la question de prendre sa place ou pas prendre sa place, c'est la question du regard qui est posé et de la quantité d'efforts qu'il faut faire pour arriver à être considéré. Ça veut dire que c'est une auto-justification perpétuelle. Et ça, c'est une peine, en fait. Et donc, sur cette question-là, bien sûr qu'il y a la question du regard. On peut vite me ramener plutôt à être sportif qu'à être journaliste ou auteur. Et ça, c'est un regard... violent pour vous. Qui est violent, en fait, et qui, justement, enferme dans des catégories. Ouais. Et cette question d'enfermement dans le regard, c'est la première violence, parce que c'est ça qui empêche l'émancipation, de fait. Et alors, on peut gloser sur mon cas, etc., et dire « Hurrah, vous avez réussi ». Oui, c'est bien sûr. Et j'ai travaillé pour ça, rien n'est gratuit. Donc, mais c'est un vrai sujet. La question de la perception, le fait de rester tout le temps jeune. Jeune, c'est délégitimant. C'est le même mythe que le stagiaire qui fait l'erreur. Oui. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas pris au sérieux. Ouais. Et c'est une façon de dévaloriser la personne. Oui, mais après, l'idée, c'est de sortir du stage, c'est de sortir de la jeunesse, etc. Et effectivement, pour rejoindre ce qui a été dit et ce qui est dit juste là, c'est qu'effectivement, quand on vient d'un quartier populaire, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de pouvoir réellement grandir, en fait, et de passer derrière le cap. C'est pareil pour un média. Le Bondi Blog, cette année, va fêter ses 20 ans. On parle encore d'un jeune média qui... Alors oui, on peut être jeune à plein des égards. On a une rédaction qui est très jeune et c'est cool. Enfin bref, c'est bien comme étiquette. On pourrait dire que vous êtes un média
bien installé quand Mais même. à plein des égards, voilà, c'est ça. C'est que c'est plus une initiative, c'est plus un jeune média. Non, c'est un média qui a 20 ans, qui est installé dans le paysage médiatique, qui fait un travail journalistique, etc. Mais effectivement, il y a toujours ces étiquettes. Après, c'est bien le sujet, c'est bien le problème, et c'est pour ça qu'on est encore là. Et c'est juste ça, c'est la question de par le mot jeune, faire une infantilisation qui devient une délégitimation, en fait. Parce que c'est ça le fond du problème. C'est le fait de ne jamais être assez légitime. Ok. Donc je ne veux pas interrompre. Ouais. Bah là, tu peux. Allez-y, on vous écoute, Elsa. Non, je voulais juste te dire que je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je persiste quand même à penser que tu as pris ta place, si je peux me permettre de te tutoyer, si on se tutoie, que tu as pris ta place et que c'est aussi une valeur dans le combat, en tout cas. Enfin, moi, j'ai quelques reproches aussi à faire au quartier populaire. On peut pas dire des reproches parce que je suis vraiment mue par une tendresse à l'égard de ces lieux-là où j'ai grandi. Mais je crois aussi que le sens du combat, c'est de savoir se féliciter de ses propres victoires. Parce que Oui, bien sûr. Et donc, tu as la tienne propre, quoi. Oui, bien sûr. Toi, tu as la tienne propre aussi. Oui, mais c'est super important parce que ça, c'est quelque chose que je voyais avec notamment Assa Traoré. On peut pas tout le temps dire le problème, c'est le regard des autres et tout. C'est vrai. Ah non, mais moi, je dis pas que c'est tout le temps. Attention. Il y a aussi la manière, donc moi aussi, il faut interrompre. Donc il y a aussi la manière dont soi-même on se tient face au regard des autres. Quand on est dans une position je veux pas dire ça parce que j'allais dire quand on est dans une position de victime, ça va pas, on reste victime. En fait, je veux pas parler de ça parce que j'aime pas du tout dire ça à propos des gens des quartiers. Je veux dire que c'est plutôt une affaire de conditions, en fait. On met à l'œuvre, si on veut changer de conditions, on change de conditions. On peut aussi changer le regard qui est porté sur soi. C'est pas que les gens qui portent le regard qui sont... Parce que ça, c'est vrai que ce regard porté, il est pas beau, il est mauvais, il est condescendant, il est rapetissant. Ça, c'est vrai. Mais on peut aussi être plus grand que ce regard-là. Ouais, mais moi, je m'estime plus grand que ce regard-là. Mais en fait, c'est pas le sujet. Pour moi, on se trompe de sujet. C'est une inégalité de fait qu'il faut continuer à garder en tête. Ça veut dire que quand j'arrive, je suis pas égal de mon collègue blanc. Oui, c'est une réalité. Oui. Donc dire ça, c'est pas se victimiser, c'est être conscient d'une inégalité. Oui. Et on dépasse pas la condition de victime tant qu'on sait pas qu'on est victime de quelque chose. Absolument. Donc c'est important de le rappeler, premièrement. Et j'estime que ce que je fais travaille pour moi en silence et que j'ai pas besoin de me tresser une cravate de laurier pour tout ce que je fais tout le temps. Pas que pour toi. Ma présence suffit de fait. Ça travaille pas que pour toi. Il est important de rappeler, soit on regarde toujours en haut, soit on continue à regarder en bas aussi de temps en temps. Et pour moi, ça, c'est hyper important. Moi, quand j'arrive dans un espace, et le travail que je fais, c'est penser pour d'autres personnes qui vont arriver et leur dire les étapes par lesquelles elles vont passer. Et donc, bien sûr, il faut leur dire que tu seras vu comme un jeune éternellement. Après, il ne faut pas dire que comme tu seras vu comme un jeune éternellement, tout s'arrête là. Si on repart quelques années en arrière... C'est quelque chose qui doit être dit, en fait. Parce que ça fait gagner du temps aux gens quand ils le savent. Si on essaie de se replacer sur les 40 dernières années, vous avez intégré donc la rédaction de Libération, après justement une mobilisation aussi de par le Bondi Blog, du côté du Bondi Blog. Il y a des évolutions. Vous le voyez ça comme une évolution? Bien sûr qu'il y a des évolutions. Oui. Il y a des évolutions. Mais aujourd'hui, par exemple, si on prend le travail de l'AJAR, c'est une association qui vient et qui est créée... Des journalistes racisés, association de journalistes racisés. Pour dire fin à l'entre-soi blanc médiatique, et les chiffres le montrent encore. On peut parler des deux choses qui avancent, mais on ne peut pas se satisfaire de la photographie du réel qu'on a aujourd'hui, et il ne faut jamais se leurrer sur ça. Il y a encore beaucoup à faire, et ce n'est pas suffisant, et les rédactions, dans leur ensemble, sont très paresseuses sur ce sujet. Semble-t-il plus à l'écrit par ailleurs parce qu'on se cache derrière des signatures. Et qu'à la télé, on se rend un peu plus vite compte, etc. Donc il y a vraiment ce travail-là à faire. Non, j'allais juste dire que oui, malheureusement, les photos annuelles des rédactions sont de moins en moins publiées par ailleurs, parce que les rédactions traditionnelles sont toujours pas assez représentatives. Une très grosse réaction, je pense en 2015, après la publication d'une photo de Libération. Alors ça a bougé depuis, et puis on va pas parler que de Libération. Non, mais après, au-delà de Libération, pour parler de manière générale de rédaction traditionnelle, nous on le voit au Bondi Blog, effectivement, donc il y a plein de journalistes on voit le Bondi Blog comme un tremplin, comme le Clairefontaine du journalisme, si on veut, qui sortent du Bondi Blog pour après aller dans d'autres rédactions
rédaction, notamment parce que le Bondi Blog n'a pas les moyens de les embaucher par ailleurs. Mais on est hyper fiers de ça. C'est-à-dire que politiquement aussi, ça dit quelque chose de raconter nos récits ailleurs, porter nos histoires ailleurs, etc. etc. Mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, finalement, ou presque, comment... il y a des gens qui sont dans des rédactions quand même depuis 10 ans. Donc, par exemple, quelles ont été les perspectives d'évolution dans ces rédactions-là, qui aujourd'hui est à des postes à responsabilité, par exemple. Parce que du coup, c'est bien, c'était le sujet pendant longtemps, de se dire, il faut aller dans ces rédactions pour pouvoir porter ces histoires-là. Mais quand finalement on a un rédacteur en chef qui retoque toutes les idées ou autres, c'est plus compliqué. Donc, nous, en tout cas... Vous avez des retours là-dessus de journalistes effectivement, qui ont un pied au Bondi Blog et un pied dans des jeunes rédacs. Et quel retour vous avez justement de ce passage d'un monde à l'autre? On a un retour, après c'est propre au milieu du journalisme aussi, qui est précaire de manière générale, qui est évidemment plus précaire pour les personnes qui viennent de quartiers populaires, parce que toutes les questions liées à l'emploi, à la mobilité, aux discriminations liées à l'adresse, etc., qui ne bougent pas malheureusement, mais qui en fait effectivement se confrontent bien sûr à certaines discriminations, qui nous disent que c'est parfois compliqué. Alors ils sont très contents d'intégrer ces rédactions, mais que comme souvent en fait, comme dans n'importe quel, dans beaucoup disons de secteurs d'activité, en fait il y a certains freins, certaines problématiques, etc. qui sont récurrentes évidemment, mais aussi voilà, ce qu'on observe, c'est qu'au Bondi Blog finalement ça reste un média assez rare aujourd'hui dans le paysage médiatique, où on a 2 femmes déjà par exemple à sa tête aujourd'hui, où il y a autant de personnes racisées qui font la rédaction, et donc c'est un sujet. Donc c'est bien effectivement qu'il y ait eu des journalistes qui soient passés par le Bondi Blog, qui sont aujourd'hui dans des rédactions, mais évidemment parce qu'on est perfectionniste, parce qu'on veut le mieux pour notre profession. Ouais, l'idée étant que ça se perfectionne encore plus, et la suite, c'est de pouvoir évoluer dans ce sens-là, à ce niveau-là, et que le Bondi Blog arrête d'être une exception finalement dans le paysage, en plus des autres. Alors aujourd'hui, par contre, ce qui a effectivement beaucoup changé, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, c'est qu'il y a d'autres médias. Pendant longtemps, le Bondi Blog a été tout seul. Aujourd'hui, il y a d'autres médias indépendants qui font un travail sur les quartiers populaires, qui est précieux, qui est toujours aussi important. Mais là, ce qu'on questionne là, c'est plutôt le réveil finalement des rédactions plus traditionnelles, qui prend un peu plus de temps, mais qui se fait quand même parce que dans d'autres rédactions, on arrive quand même à lire. Quelles conséquences, en fait, réellement, concrètement, qu'est-ce que vous voyez comme conséquence, justement, de ce manque de diversité, de ce manque de regards divers, c'est-à-dire à la fois en termes de classe sociale, en termes d'origine, etc. C'est quoi les conséquences je voulais juste rebondir, les rédactions traditionnelles, le réveil des rédactions traditionnelles, je veux dire, elles s'interrogent elles-mêmes sur leur propre réveil. Je crois aussi que les rédactions dites traditionnelles, dans lesquelles, en effet, il y a une vraie souffrance en termes de représentation de jeunes des quartiers populaires, elles ne sont pas dans un mouvement actuellement de lead, quoi. C'est-à-dire que... Elles sont déjà dépassées, c'est ça que vous dites? C'est un peu compliqué pour moi de dire ça de ma position, là, mais... Excusez-moi, mais les journaux... traditionnels sont lus par vous tous? Bien sûr. Enfin, par nous tous, ça veut dire quoi, nous tous? Il y a une crise de la presse, c'est ça que vous voulez dire? Oui, bien sûr. Est-ce que dans les quartiers populaires, par exemple, on se jette sur la presse traditionnelle? Et je veux juste dire aujourd'hui que la représentation des jeunes dans les quartiers populaires, leur issue n'est pas uniquement les médias traditionnels. Bien sûr. L'impact de ce qu'il fait, bien sûr. Et à mon avis, et on salue son impact. Et l'un n'empêche pas l'autre. Attends, je termine. 10 fois plus important que l'impact que j'aurais aujourd'hui à écrire un papier sur un quartier populaire dans mon journal. Voilà. Aujourd'hui, il a réussi ça, et je crois qu'il ouvre quand même un sillon. Enfin, pas lui uniquement, mais d'autres comme lui, des sillons qui ouvre la voie à de nouveaux médias et une nouvelle manière d'être vu et d'exister. Enfin, voilà. Personne n'a dit qu'il n'y avait que les médias traditionnels. Mais on pose la question de comment on raconte les quartiers, et avec quelle pertinence, etc. Et mais je te le dis clairement, ta réponse me fait penser aux hommes politiques qui disent « Oui, mais je ne vais pas faire de politique pour des territoires où on ne vote pas assez ». Ce que tu viens de dire avec qui lit et qui ne lit pas. Non, je pense qu'il y a méprise, effectivement. Il y a peut-être méprise, mais ça peut être pris comme ça. C'est pas parce que là, on est sur du clientélisme. Ça veut dire qu'il faudrait que les gens lisent massivement un quotidien pour que le quotidien s'ouvre
dans son recrutement. Mais pas du tout. Je parlais trouve ça pas très bizarre. en particulier. Mais non, pas du tout. La presse aujourd'hui. Oui, la presse se casse la figure et elle cherche un nouvel électorat. Il y a 15 ans, on vendait 10 fois plus d'exemplaires qu'on en vend aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, on va écouter effectivement Sarah Ichou là-dessus. Juste pour préciser mon propos du coup sur les médias traditionnels, en fait, c'est juste que effectivement le Bondi Blog dans sa construction en tant que tel, un bon exemple, disons à ce niveau-là, c'est-à-dire que à la fois il y a eu la formation de journalistes pour aller vers ces médias traditionnels et pour pouvoir aussi raconter et porter ces histoires dans des médias traditionnels, mais pas que. C'est que finalement, c'est hyper important dans tous nos médias d'avoir des débats, d'avoir des conférences. Enfin, on est tous ici autour de cette table qui n'existe toujours pas, mais issus de ces territoires plus populaires. Et c'est hyper. En fait, ça pose juste la question de l'ouverture des médias qui, au-delà des quartiers populaires, finalement. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois le métier, en tout cas. C'est qu'on se doit d'être représentatif du territoire qu'on raconte à minima. Et le sujet donc au Bondi Blog, c'est à la fois de faire notre info, de faire de l'info, donc effectivement de pouvoir raconter nos histoires sur notre plateforme. Et du coup, c'est un double travail finalement, à la fois d'information et de formation. Pour accompagner après derrière des jeunes plumes vers ces médias dits plus traditionnels. Mais il n'y a pas d'opposition entre médias traditionnels et médias plus digitaux, je ne sais pas comment on pourrait nous qualifier finalement. L'idée, c'est finalement de pouvoir raconter des histoires ensemble. Mais ce que je dis juste, c'est parce que c'est la question qui m'était posée, c'est qu'effectivement, dans la plupart des retours d'expérience qu'on a, sans viser qui que ce soit ici maintenant, c'est qu'effectivement c'est compliqué, mais c'est pas une surprise quand je dis ça, parce que ça l'est souvent. Alors évidemment et effectivement, on a plein de success stories qui sont hyper intéressantes. Je partage ce point de vue. Moi, je voulais juste te dire que pour moi, de mon point de vue, et ça fait 30 ans que je fais ce métier, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la possibilité pour les jeunes issus des quartiers populaires d'être vus, d'être visible. Donc moi ça me convient. J'ai l'impression d'avoir fait mon travail. Et c'est pas parce que ma rédaction aujourd'hui peine à s'ouvrir, c'est elle qui a un problème. Non, en fait, je parle de ma rédaction ou d'autres rédactions, d'autres rédactions plus conventionnelles, on va dire. C'est pas parce qu'ils peinent à s'ouvrir que. Ce que vous dites, c'est tant pis pour eux au final. Oui, en fait, c'est ça que je veux dire. Ça avance dans les quartiers. Ça avance quand même. Et moi, je vois aussi les choses qui ont changé quand même dans les journaux, parce qu'il faut voir d'où on vient. On vient de Alors très, dites-nous, très parce que c'est loin, intéressant pour nous qu'on puisse de loin. compte. Moi, j'ai fait Clichy-sous-Bois en 2005. Ziad et Bouna qui ont été électrocutés suite à une poursuite par la police dans la centrale de Clichy-sous-Bois. Je suis désolée, c'était pas facile de faire mon travail. C'était difficile d'être entendue dans ma rédaction. Je passais mes journées ici, mes jours et mes nuits ici. Si bien qu'au bout d'un moment, on m'a dit « Mais attends, qu'est-ce que tu fais là-bas ?» Et on a envoyé quelqu'un d'autre en doublon pour vérifier que ce que je faisais, ça restait quand même, entre guillemets, normal. Mon directeur de la rédaction, à l'époque, a voulu venir avec moi pour vérifier ce que je faisais. Enfin, c'était pas simple du tout. C'était très compliqué, par exemple, sur des affaires de violence policière, parce que j'ai fait ça même à la fin des années 90, quand je revenais à ma rédaction et que je racontais ce que je me souviens de Chanteloup-les-Vignes, ce que j'avais entendu dans le quartier, je pouvais pas l'écrire. On me disait, attends, il y a un communiqué du parquet là qui dit pas du tout ce que tu racontes. Donc, on va quand même dire, les sources officielles disent que. Et ça disqualifiait mes témoignages récoltés sur place. Et qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui ? Ouais, justement. Alors, maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, les témoignages sur place, ils sont plus disqualifiés par la parole officielle. Les sources officielles sont encore beaucoup de la parole officielle. Après, il y a un autre problème, c'est que en effet, les gens dans les rédactions, ils sont assez peu souvent issus des quartiers populaires. Et quand ils y vont, ils sont plutôt dans leurs petits chaussons. Ils ont vraiment des difficultés à approcher les gens. Après, il y a quelque chose qui est particulier aux quartiers populaires, et que moi, j'ai toujours beaucoup aimé dans mon métier, mais j'ai vu chez des confrères la difficulté que ça pouvait représenter. Dans les quartiers populaires, il y a quelque chose depuis qu'on est petit, et je pense que c'est pour ça qu'on est très politisé aussi dans les quartiers populaires, c'est qu'on a le sens du collectif, très très tôt en fait, parce qu'on vit en groupe, parce que la solidarité, l'amitié, parce que c'est un truc énorme dans les quartiers, fabrique des gens forts dans le collectif. Et quand on est journaliste et qu'on arrive dans un quartier populaire et qu'on ne connaît pas tout ça, c'est vrai qu'on se sent assez décalé, quoi. Et ça peut être difficile pour certains journalistes d'aller dans les quartiers, mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'un journaliste ait des difficultés à aller à Nanterre.
Ça, c'est vrai que c'est pas du tout normal. On est des journalistes qui on va en Syrie aussi. Alors pourquoi on arrive à aller loin et on n'arrive pas à aller à côté de chez nous Amadou, ça, là-dessus, est-ce que vous qui travaillez donc sur les quartiers populaires, est-ce que vous sentez une réticence à se laisser raconter et peut-être sur des sujets spécifiques ou vous le voyez pas comme ça, vous de votre côté? Aujourd'hui, clairement pour moi, et en fait, ça répond à une question que tu avais pu poser tout à l'heure en expliquant, quand tu nous avais demandé. C'était quoi en fait la résultante? Oui, c'est important qu'on comprenne vraiment que les téléspectateurs se disent c'est pas juste un manque de diversité, c'est quoi le résultat derrière? Pour moi, l'une des résultantes justement du fait que aujourd'hui les quartiers soient mal représentés dans les médias, c'est ça. C'est que du coup forcément, quand on a un journaliste qui veut venir dans un quartier faire un sujet ou autre, on fait pas confiance. Il y a ce truc où je pense que la confiance est brisée parce que on ne sait pas ce qui va être fait derrière avec l'info. Une même histoire, elle peut être racontée de milliers de manières différentes. Mais est-ce que c'est pas un peu simpliste de se dire si la personne vient d'un quartier, on va lui faire plus confiance, en fait, d'une certaine manière? Parce que c'est toujours un problème. Non, et puis ça fonctionne pas. Attention, c'est pas parce que tu viens d'un quartier. C'est ce que j'allais dire. Et que tu vas et que qu'on t'ouvre la porte et qu'on te fait un verre de thé. Nous, tu représentes une institution qui est éloignée des gens et les gens se méfient. Après, le problème, c'est que dans chaque quartier, même en étant au Bondi Blog. À mes débuts, je parlais à des gens, ils me disaient je te fais pas confiance. Je vais aller vérifier sur Google si tu as vraiment écrit, etc. Et qu'est-ce que tu as écrit auparavant? Et qu'est-ce que tu as écrit auparavant, etc. Et je pouvais attendre 45 minutes, 1 heure. Avant que ça se débloque. Avant que ça se débloque. Il y a aussi les erreurs du passé qui coûtent cher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un quartier, notamment par exemple Gennevilliers, qui n'a pas son reportage erroné, présentant de manière horrible la vie quotidienne des gens. Tout à fait. Et ça, dans chaque quartier où tu vas, on te parle de ce reportage. Ce reportage-là date de la fin des années 80, début 90 à Gennevilliers, et notamment aux luttes. Encore aujourd'hui, les gens en parlent. C'est comme les violences policières. Les jeunes, les enfants morts dans les quartiers sous les coups de la police, ça a de génération en génération. Okay. Ça reste, et ça reste comme un stigmate et un traumatisme avec lequel tout le monde grandit, tout le collectif. Ça se partage très très vite. La diffusion, la transmission dans les quartiers sur les questions médiatiques et policière, elle est énorme. Mais vraiment, je veux dire, ils vont mettre, ici à Clichy-sous-Bois, à Ziyad et Bouna, ils vont mettre, ça va pas disparaître, en fait. On grandit avec ça. Quand on est enfant, quand on est un garçon, on sait qu'on est exposé à la possibilité de mourir entre les mains de la police, alors qu'on est encore mineur. Dans les quartiers. Ce n'est pas le cas des gens blancs. Alors, je vais poser une question peut-être un peu simpliste là aussi, mais pourquoi est-ce que ça touche autant ? C'est-à-dire, vous, quand vous voyez un reportage justement sur le lutte qui vous semble justement erroné ou trop orienté, etc., pourquoi est-ce que ça vous touche autant ? Mais parce que c'est mon identité. C'est-à-dire que c'est de moi qu'on parle. Si demain, je sais pas, je parle de... Parce que faut aussi comprendre cette chose, c'est que dans les quartiers, on a une très très forte attache à ce lieu-là parce que on a beaucoup de souvenirs. Il y a beaucoup de trucs aussi. Maison. Voilà, c'est la maison. Il y a pas mal de familles qui s'y connaissent à cette force. C'est votre territoire, c'est très territorial. Ça peut faire un peu cliché, mais c'est comme ça que ces quartiers ont aussi été construits. Quand tu mets un centre, enfin, toute la vie du quartier, tu la mets dans le quartier, ça a aussi ça comme impact. C'est que forcément, on est attaché à là parce que c'est notre maison. En grand. Et donc, le jardin, c'est le trottoir, c'est en bas. Et donc, forcément, si moi, je commence à venir raconter des choses sur toi et qui ressemblent pas, qui ne sont pas vraies ou qui ne ressemblent pas du tout à la vérité, ou ce n'est pas la version de l'histoire que toi, tu as connue, forcément, tu es impacté. Et si tu n'as pas la capacité, tu n'as pas ce droit de réponse, parce que quand... moi, je me souviens, le reportage dont tu parles, c'était un reportage qui avait été fait par Canal. Ça s'appelait La fabrique à ghetto. Ça s'appelait comme ça. Du coup, moi, j'étais... En plus, je crois qu'il était fait dans les années où je venais juste d'arriver. Effectivement, le quartier, c'était dans un autre contexte, mais ce qui a été mis en avant, ça présentait pas très, très bien le quartier, en fait. Et du coup, en plus, ce reportage a eu un impact pendant longtemps, parce que nous, quand on était petits, je me souviens que... Du coup, vu qu'on avait vu ce reportage-là, on voyait le lutte comme un quartier ultra chaud. Donc, on se disait, ici, on n'est pas un quartier de faible, on est un quartier chaud, etc. Enfin, ça vous conditionne. C'est exactement ce que vous dites beaucoup dans vos médias. Moi-même, quand j'étais beaucoup plus jeune, je l'ai vraiment vécu comme ça. Donc, ce reportage-là, avec du recul, c'est quelque chose de mauvais. Mais pour un petit jeune qui est très, très jeune, qui n'a pas le recul nécessaire pour traiter ces informations-là, il le traite d'une autre manière.
Et donc lui, nous, on a un quartier chaud, donc c'est comme ça. C'est normal. Tu vois, le reportage, c'est ce qu'il a dit sur nous. Quand on devient un peu plus grand, on va voir ça plutôt comme une injustice. Mais on n'a pas ce droit de réponse. Un canal, il vient, il touche des centaines de milliers de personnes, peut-être millions. Donc il dit ça sur toi. Toi, tu sais que c'est pas la vérité, mais tu n'auras jamais le même poids. Il y a un phénomène qui s'est passé beaucoup. Ces reportages, ces épisodiques, qui viennent régulièrement à la télévision. Mais il y a eu aussi ces contre-enquêtes qui ont été faites par, je pense que le Bondi Blog en a peut-être fait partie, etc. Ça, c'était des droits de réponse super intéressants que vous êtes octroyés à un moment donné. Bien sûr. Des contre-enquêtes, effectivement, il y en a eu au Bondi Blog, mais aussi là, par exemple, juste pour prolonger sur cette histoire de reportage du lutte, parce que au Bondi Blog, et c'est la première fois qu'on est crossé avec Ahmad d'ailleurs, on fait des ateliers d'éducation aux médias, beaucoup au Bondi Blog, et ça s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de cette semaine de la presse, mais on fait des ateliers d'éducation aux médias, notamment aux luttes. On a repris en fait un journal d'un quartier, et donc aux luttes, avec des jeunes qui ont aujourd'hui 14-15 ans et qui sont toujours marqués par ce reportage de Canal et qui ont 14-15 ans aujourd'hui en 2025. Donc en fait, juste quand on se parle de représentation et quand on se parle finalement des dégâts finalement que peuvent faire certains médias sur les quartiers populaires, mais pas que, c'est surtout ça. C'est qu'après, derrière, effectivement, pour prolonger ce que disait Ahmad, se pose la question de comment est-ce qu'on grandit ? Comment est-ce que, finalement, je sais qu'on en a déjà beaucoup discuté, mais le rapport au rêve, le rapport à l'ambition, le rapport juste à la société, quoi, tout court. Et donc, je pense que notre rôle aussi, il est à ce niveau-là. Et effectivement, on est dans pas de quartier, on a tous un lien ici avec les quartiers populaires. Mais en fait, se pose cette question, elle pourrait se poser pour n'importe quel territoire. Les territoires ruraux, c'est la même chose. Quand il y a quelques mois, on était dans un cadre politique, et on l'est toujours d'ailleurs dans un contexte politique très compliqué, se poser la question finalement de la convergence entre zones rurales et quartiers populaires, parce que les problématiques sont souvent communes, etc. Mais en fait, le sujet passe aussi par là. C'est pas que ça, le problème, évidemment, le problème n'est pas que médiatique, mais ça joue énormément dans un contexte où les images contiennent beaucoup. On est entre journalistes. Ces questions-là, alors elles sont peut-être caricaturées dans certains reportages, mais elles existent. Le narcotrafic, on va dire, l'extrémisme, les violences policières, voilà. Qu'est-ce que vous apportez, vous, de différent au Bondi Blog par rapport à ce que vous lisez par ailleurs ? Et puis, on ne va pas non plus homogénéiser la presse, il y a des articles qui sont quand même très, 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 très bons. Mais c'est quoi votre plus-value sur ces sujets-là et comment vous les abordez ? Est-ce que vous interdisez de les aborder, etc. Ah non, on les aborde évidemment. Et en fait, se pose la question à chaque fois de qu'est-ce qu'on peut apporter de plus, qu'est-ce qu'on peut apporter de différent par rapport aux autres médias qui font un travail sur le sujet. Alors après, un travail qu'on peut aimer ou pas aimer, mais ça, c'est personnel finalement. Mais effectivement, oui, c'est des sujets qu'on traite. Je pense à un dossier qu'on a fait il y a quelques semaines sur la prison, par exemple, et toutes les problématiques qu'il peut avoir autour des prisons, pourquoi est-ce qu'on est en prison, etc. Donc, en fait, derrière nous, ce travail-là, évidemment qu'on le fait. Et le Bondi Blog, nous, on l'a toujours dit, ça a toujours été la ligne du Bondi Blog, c'est que c'est pas un média positif sur les quartiers populaires, absolument. C'est-à-dire qu'on raconte la vraie vie, entre guillemets. Et la vraie vie, elle est jamais ni positive ni négative. Donc les accusations d'angélisme, parce qu'on peut valoriser, pour vous, c'est... Non, là, je sais pas si tu confirmes. On parle pas d'ange, c'est un endroit qui a toujours parlé du sexisme, du racisme, des problèmes intracommunautaires aussi dans les quartiers populaires, et qui s'est fait taper les doigts à cause de ça, etc. Parce que des gens aussi placés... En fait, la difficulté, c'est de placer cette structure en tant que sauveur, parce qu'on est sur des territoires où les gens ont tous une mémoire traumatique d'un événement journalistique qui s'est mal passé. Et ça, je pense que ça a été évacué très tranquillement par l'institution qui est devenue le Bondi Blog. Mais sur ça, en fait, pour moi, c'est des questions d'aller dans des endroits et les raconter. C'est-à-dire que pour moi, ça touche à la question de une honnêteté dans sa façon de travailler. En fait. C'est ça qui est important. C'est de toute façon, aller raconter quelque chose, c'est une perception, c'est un regard. Il n'y a pas de souci sur ça. Et donc, la perception, le regard ne détient pas la vérité. Et la question qui est posée, et pourquoi autant de territoires sont traumatisés par un traitement journalistique, c'est la question de la malhonnêteté, en fait, au fond. Après, la question dans les rédactions, c'est pas que la malhonnêteté, c'est aussi l'absence de connaissances, pour le coup. Je veux dire, c'est...
Moi, je sais qu'à mon échelle, je me suis organisée toute seule dans ma tête sur comment j'allais faire. Et ça m'intéressait, la problématique des quartiers populaires m'intéressait parce que c'était la mienne, en fait. Et parce que moi-même, alors moi, après, dans les quartiers, étrangement, j'étais plutôt dans la minorité, puisque j'étais blanche, blonde, mais j'ai grandi dans une grande diversité. Et dès que, déjà... Pourquoi moi je suis devenue journaliste alors que j'étais 3e de ma classe et pas première, et que le 1er et le 2e dont j'étais sûre que ça allait être vraiment des gens qui arriveraient bien au-dessus de moi, et ça n'a pas fonctionné pour eux, et ils sont toujours là où ils étaient, là où je les ai laissés. Je veux dire, ça fabrique quand même des choses. Et quand je vous dis que dans les quartiers populaires, il y a ce collectif qui fait qu'on a une idée de la politique assez tôt, parce que en fait, on voit vite qui sont les minorités, comment ça fonctionne en fait, comment ça bouge, l'altérité, le rapport à l'autre et tout. Après ça, moi, quand j'ai commencé dans une rédaction, donc très tôt, à 19 ans, au JDD, tous les jours, mais vraiment tous les jours, j'avais l'impression de changer de planète, de passer, de traverser une frontière, tous les jours. C'était vraiment un truc de dingue. Et je me suis dit, mais en fait, si je suis dans ce journal, je vais pas aller raconter d'autres trucs, quoi. J'ai envie de parler de cet endroit-là. C'est pas normal que tous les jours je me sente tiraillée comme ça. Et je me souviens de conférences de rédaction. Alors j'étais très jeune où je disais, mais comment vous parlez de ces gens-là? Où je m'énervais et tout. Je demandais moi à y aller. Tout le monde disait, mais comment on va faire? Et je demandais à y aller. Et quand je demandais à y aller dans les quartiers, on me disait, bah non, c'est dangereux, machin. Mais en fait, non. C'était très bizarre. En fait, il y avait tout un truc à casser. Et je me suis dit, bon, bah, alors donc, ok, je vais le faire, je vais y aller et on va changer les choses. Enfin, je vais changer les choses dans mes papiers. Donc, c'est des mots, hein. Enfin, vraiment, c'est des mots. Le fait de parler toujours de jeunes au lieu de parler d'hommes, ça a été... ça a quand les même... émeutes de 2005, vous avez poussé pour que ce soit considéré comme... que le terme, soit le terme révolte qui soit choisi plutôt, c'est ça? Ouais, voilà, exactement. Le mot émeute, c'était insupportable au bout d'un moment. Je veux dire, il y avait quand même des gamins qui étaient morts et on parlait des voitures comme si les voitures, c'était des âmes, quoi. Enfin, je veux dire, on comptait les voitures et on comptait les pauvres assurances qui allaient devoir rembourser les voitures. Alors qu'il y avait 2 gamins qui avaient cramé dans une centrale électrique. Enfin, c'était quand même... Donc c'était... C'est pour vous dire qu'on vient vraiment de loin, loin, loin. Oui, mais on sait. Franchement, on sait d'où. Vous l'avez vu, ça, d'un œil extérieur, vous l'avez vu, cette espèce de peut-être changement un petit peu dans la sémantique, dans la rhétorique. Le changement dans la sémantique, non, parce que de 2005 à la mort de Naël, c'était le même terme, et le Bondi Blog bagarrait pour rétablir le terme révolte, etc. Pour vous, il n'y a pas eu tellement de différence. On parle beaucoup plus de révolte maintenant. Médiatiquement, moi, oui. De mon côté, je n'en doute pas. Mais même au Monde, par exemple. Non, collectivement, c'est simple. On va faire une recherche Google et on tape les mots-clés. On verra que ce sera émeute et pas révolte dans la majorité des. C'est intéressant. Vous pourrez regarder. Oui, on peut regarder. J'invite les gens qui nous suivent à le faire. Ce sera assez rapide et le verdict sera assez clair. Mais en fait, là où je te rejoins, c'est que bien sûr qu'il y a eu de l'évolution. Bien sûr que déjà, je trouve que le niveau de méconnaissance des journalistes sur ces territoires-là aussi, il a bougé, parce qu'il y a des gens qui travaillent aussi. Et que, en fait, pour moi, dire je suis journaliste, mais je méconnais et tout, bah non, tu bosses et après tu vas, en fait. Et c'est ton taf de bosser. Parce que moi, on m'a envoyé sur des sujets que je connaissais pas du tout et qui n'étaient pas dans ma zone de confort, etc. Mais si je veux travailler du mieux possible et rendre le meilleur papier, bah, il faut que je fasse un travail. Parce que je fais un boulot intellectuel et que je suis privilégié dans la société et qu'on me demande de porter une réflexion et un travail sur quelque chose. Est-ce qu'il n'y avait pas un désintérêt, peut-être, justement? Alors, je vais aller un peu plus loin, mais peut-être naturellement, comme c'est des zones qu'on a tendance à voir de façon relativement négative, et finalement ça doit peser quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un désintérêt ou une envie une facilité, une façon d'aborder ça avec facilité, justement? Il y a des réflexes journalistiques, d'accord? Et il y a des réflexes journalistiques, et les réflexes, souvent, c'est sur des poncifs et des clichés. Et ça permet d'aller vite, et ça permet de gagner du temps. Et travailler contre les réflexes et les béquilles qui existent et tous les termes faciles et les mots valises qu'il y a, et dire on va faire autre chose,
c'est vrai que c'est un effort, ça prend plus de temps. Je ne sais pas si les rédacteurs en chef vont forcément vous l'accorder, etc. Et tout. Et donc, il y a bien sûr des difficultés à travailler sur ces sujets-là, etc. Mais on parle beaucoup de journalistes. Mais en fait, c'est pas que les journalistes. C'est qu'aujourd'hui aussi, et il faut le saluer, il y a plein de médias. Les sociologues ont réinvesti le terrain parce qu'on avait eu quand même un creux entre les années 80 et 90 qui était très fort, où on restait encore sur le mythe du retour, etc. et tout. Et on était sur les travaux d'Abdelmalek Sayeg, un peu de Bourdieu. Et là, quand même, il y a des générations qui ont investi plein de domaines. Aujourd'hui, c'est quand même des territoires sur lesquels on peut se documenter en podcast, en documentaire. Si on n'aime pas lire, il y a plein de trucs. Donc, il y a un boulot qui est fait et il y a des gens qui portent cette parole dans la littérature, dans le cinéma, dans plein de domaines. Donc, ça aussi, il y a une organisation des gens pour se raconter. Les journalistes ne sont peut-être pas toujours à la hauteur et peut-être moins encore aujourd'hui parce qu'on est dans une crise là quand même et le manque de curiosité chez les journalistes peut être un problème quand même. Mais heureusement, il n'y a pas que les journalistes qui font circuler l'information. En fait, l'information circule, et c'est ça le plus important. On peut avoir une profession qui va pas bien, ce qui est le cas d'ailleurs, qui est en souffrance, et il y a des gens comme toi qui la font par le décalage, la font renaître, lui redonnent de la force. On est dans une sorte de mutation aussi. Donc, et je Amadou, crois pas. vous avez une carte de presse ? Non, pas du tout. Vous l'avez demandé ? Il faut la demander. Non, en fait, bon, là, pareil, tu vois, on va lancer un petit sujet. En fait, j'ai pas l'impression que ce soit indispensable pour moi. Ok. En vrai, ça me dérange pas. Je fais Vous déjà. pas besoin. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a des choses que j'ignore. Je suis encore en constante évolution et que dans les arts nouveaux, pour moi, c'est encore hyper récent que je me suis lancé dans ça et tous les jours, j'en apprends. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'en ressens pas encore le besoin. Mais après, peut-être qu'il y a des choses que vous m'apprendrez et que vous pourrez me dire. Parce que c'est ce que je voulais dire là aussi. La presse, l'exercice journalistique se renouvelle aussi par la marge. Enfin, je pense aussi que partout, c'est par la marge que les choses grandissent, évoluent. Et si tu demandes ta carte de presse demain, tu seras certainement pas le seul, d'autres aussi derrière. Et donc voilà, tu vois, on bouge les lignes comme ça aussi. Il y a le modèle. Je voulais juste, parce que le temps court, évidemment, vous le savez, le modèle économique, je trouve que c'est important parce que évidemment le Bondi Blog, c'est surtout des subventions. Alors j'ai compris que c'était pas évident. Vous avez fait un appel aux dons. Amadou, vous essayez de développer aussi un nouveau modèle économique, c'est-à-dire que vous êtes à la fois un média en ligne et à la fois une agence. C'est des frontières qui sont un peu floues pour nous, les journalistes traditionnels. On se dit, alors en général, on évite de faire de la communication et du journalisme en même temps. Une agence de com. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne ? Très bien. En fait, c'est ça. Alors, j'ai rien inventé. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive en 2021, quand je me dis que je vais développer Borloo Arts Nouveaux, je reprends mes réflexes de quand j'étais à l'école. Donc, je me pose avant de faire quoi que ce soit. Je regarde comment ça fonctionne. Je regarde un peu l'état des lieux. Je regarde les médias actuels, etc. Les médias qui ressemblent à ce vers quoi je veux aller. Donc, je regarde les médias digitaux, logiquement. Comment est-ce que ces médias-là se financent ? Comment est-ce qu'ils se développent ? Comment ça se passe ? Et ils sont très souvent adossés à des agences. Donc, je me dis, très bien. Ce modèle-là me convient plus. Tu voulais faire de l'image dès le début. C'est ça, j'ai un côté très créatif aussi. Donc, très naturellement, j'en arrive à là. Et donc, je me dis que je vais développer une agence qui va quand même garder les valeurs et l'ADN de Borloo Arts Nouveaux. Et ça va être une agence avec laquelle je vais pouvoir financer le média. Donc, pour moi, en fait, l'un des éléments que j'avais identifié dès le début, c'est que il fallait que le média puisse rester indépendant et que je puisse le mettre en sécurité. En fait, dans le fait et malheureusement, on le voit aujourd'hui, mais dans le fait d'aller chercher des subventions, d'aller se faire financer, on s'est exposé au fait qu'on puisse te dire non, demain je te finance pas, pour x, y raison. Et donc, je voyais ça comme un danger, et donc la sécurité, pour moi, était dans le fait d'être totalement indépendant et autonome sur la manière de gagner de l'argent. Et donc, je m'étais juste dit une chose, c'est que si on gagnait de l'argent, fallait pas que ça aille à l'encontre des valeurs de Borloo Arts Nouveaux. C'est-à-dire que Borloo Arts Nouveaux prime sur l'agence, mais l'agence finance Borloo Arts Nouveaux. Tu as sanctuarisé ton média. Ou en voie de sanctuarisation, parce que c'est quand même un long combat. Mais sur le modèle économique, il y a aussi quelque chose qu'on dit peu et sur lesquels on ne parle pas assez. Et là, pour le coup, c'est un reproche que je fais au quartier populaire, c'est que, en fait, fort de tous les traumatismes qu'il y a eu pour chaque quartier, chaque territoire sur des mauvais sujets, etc.,
la question d'investir dans des médias, en fait, elle devient plus qu'urgente. Ça veut dire que moi, en fait, là, on est avec le Bondi Blog et le Art Nouveau sur 2 modèles différents. Mais ces 2 modèles qui, pour moi, doivent pouvoir être capables de réunir des gens et leur dire « on a besoin de temps et vous devez investir parce que vous êtes construits sur les mêmes traumatismes que nous ». Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très dur parce que si on prend les limites des 2 modèles, le Bondi Blog a clairement, en fait, des services qui ont été rendus à la nation, en fait, techniquement, par ce qui a été fait. Utilité publique. Voilà, utilité publique, etc. Mais aujourd'hui, on n'aime plus votre ton, on vous finance plus. Et là, ça devient compliqué. Et les Arts Nouveaux, tout va reposer sur l'énergie d'un homme qui, dans 10 ans, 15 ans, aura peut-être plus la même énergie, etc. Et si lui a plus la même énergie, tout s'effondre. Et donc, se pose la question de comment on pérennise des bonnes idées, des initiatives qui viennent de ces territoires-là aussi. Vous amorcez cette réflexion entre vous ? Aujourd'hui, il y a des on a débats fait un talk avec oui. il y a quelques semaines. Non, bien sûr, on en discute beaucoup. C'est un sujet en fait urgent. Le sujet aussi, c'est que en fait, on comme dans plein de structures, on doit là, moi maintenant, c'est mon nouveau rôle en tant que directrice au Bondi Blog, c'est en fait être un peu sur retirer sa casquette de journaliste pour avoir une casquette qui est totalement différente finalement du développement d'un média et de la casquette plus économique. Sachant qu'on n'en a pas beaucoup parlé pendant cette émission-là, mais il ne faut pas oublier qu'en face, entre guillemets, on a d'autres médias qui n'ont pas les mêmes moyens que nous et qui, du coup, font du tort au quartier populaire par ailleurs. Et c'est surtout le sujet, je trouve, en termes de représentation et de mal, finalement, à l'image des quartiers populaires qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais pour revenir à nos moutons et au modèle économique, du coup, par exemple, du Bondi Blog, effectivement, le Bondi Blog a toujours été dans un... En fait, déjà, il n'y avait pas de modèle économique. Enfin, il n'y avait pas de modèle économique. Le Bondi Blog est né d'une urgence. Pas né avec un business plan, n'a pas eu... Enfin, est né d'une urgence. L'urgence, donc, ici, à Clichy-sous-Bois, suite aux révoltes de 2005, la mort de Ziad Bennet et Bouna Traoré, ici. Et donc... De fait, l'idée, c'était tout de suite d'écrire. Et en fait, on est toujours dans cette urgence d'écrire parce que 20 ans plus tard, en 2023, il y a eu la mort de Nel. On est retombé dans les mêmes problématiques, finalement. Parce qu'effectivement, au niveau de la représentation médiatique, effectivement, à plein d'égards, et notamment dans la presse, ça a changé. Mais en face, en télé, c'est même plus compliqué. Donc, du coup, forcément, c'est pas des moments où on est une petite structure où on n'est pas énormément. Donc, c'est compliqué de se dire, pendant qu'on écrit, pendant qu'on développe des formats, etc., en même temps, on bosse le modèle financier. Donc, bref, vous êtes 2 salariés quand même. Hein. C'est pas... 3 salariés. Okay. 3 salariés, c'est compliqué de compter parce qu'il y a des mi-temps. C'est pas compliqué de compter. non, on sait se compter, ça va, on prépare les lettres aux chiffres, mais quand je dis que c'est compliqué de compter, c'est qu'on est des mi-temps, des 3/4, donc c'est pour ça que je m'y perds. Mais oui, on est 3 salariés, donc dans tous les cas, c'est beaucoup trop peu, ça c'est tout ce qui est, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, non, mais le sujet, c'est de faire, effectivement, pour rebondir sur ce que disait Bala à l'instant, c'est que on est dans une urgence de faire et plus que jamais, on a besoin finalement de médias comme le Bondi Blog, comme Banlieue Art Nouveau, comme d'autres, comme l'Écho des banlieues, comme Street Press et autres. On a besoin de ces médias-là, mais en même temps, se pose la question effectivement du financement de nos médias. Donc on y travaille je peux revenir sur... C'est pas la question économique pour le coup. Oui. Parce qu'en fait, en écoutant, là, je pense à Naël. Oui. Et en effet, à Ziad Boudin ici, et le temps qui est passé. Quand même, vous trouvez pas... Entre les deux, Vous trouvez pas dans l'affaire Naël que c'est un exemple quand même criant de ce que les gens ont réussi à faire en étant leurs propres médias? C'est-à-dire par exemple, dans l'affaire Naël, ça commence comme entre les deux, il y a les réseaux sociaux. Comme pour toutes les affaires de violences policières, ça commence par un énorme mensonge, puisqu'ils ont quand même tout de suite communiqué en disant que la voiture voulait écraser le policier. Et
qu'est-ce qui s'oppose à ça ? Non pas nous, les médias traditionnels, mais justement la force des images, des gens qui sont leurs propres médias et qui, oui, mais ça a quand même révélé le mensonge. Oui, mais le parce qu'en mensonge était mis à 2005, il y nu avait pas et de on a quand même un smartphone. président de la République qui 2 jours après a dit c'est inexcusable et injustifiable. Et du coup, on a aujourd'hui des réquisitions qui demandent à ce que le policier soit jugé pour crime devant une cour d'assises. Bon. Après, on n'a pas encore l'ordonnance du juge qui emmènera ce policier vraiment devant une cour d'assises. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait pas eu ces images-là, s'il n'y avait pas des gens qui ne s'étaient pas transformés en médias à ce moment-là, eh ben on n'en serait peut-être pas aujourd'hui bien sûr. à cette étape. Non, mais ça, on est bien sûr. d'accord. Et ça, il y a d'autres sujets, comme Michel Zecler, s'il n'avait pas eu la bonne idée de placer des caméras dans son studio, des caméras d'enregistrement dans son studio, il aurait été en prison pour... C'est pas tellement d'avoir placé les caméras, c'est ensuite que ça a été relayé. Oui, c'est la viralité. Les médias ne font que suivre dans ces cas-là. Non, mais Les en médias fait, ne vont pas ce que au-devant, je voulais ils suivent. Non, mais il faut suivre. Et ça, c'est les réseaux sociaux qui permettent ça. Et donc, quand on compare ces deux périodes-là, il faut parler d'une révolution technologique aussi. Sinon, on ne comprend pas. Oui. En 2005, il y avait les mêmes énergies. Il y a les gens. Il y avait les mêmes énergies, mais ils n'avaient pas les mêmes moyens. Mais le sujet au niveau de la représentation médiatique, je suis désolée, mais nous, en tout cas, de notre point de vue au Bondi Blog, on a considéré et on considère je suis d'accord. qu'il y a toujours un sujet. Ça demeure. Le mot émeute a toujours été prononcé. Les habitants des quartiers populaires ont quand même été extrêmement caricaturés. Enfin, la parole je suis d'accord sur le fait que ça demeure, mais je veux juste te dire que c'est plus un verrou comme ça l'était avant. C'est plus un verrou. Non, mais bien sûr. C'est-à-dire qu'avant, c'était impossible. La porte était fermée. Bien sûr. Ouais, bien et sûr. là, on peut contourner. Donc, on peut discuter, ça c'est clair. On peut discuter, Et en plus, mais on peut pas c'est plus satisfaire de la verrouillé. photographie C'est de pas si l'instant, en verrouillé. fait. C'est que toujours comparé au passé, c'est pas les gens sont pas devenus meilleurs. Ils sont pas devenus plus scrupuleux dans les ce qu'ils circonstances font. ont changé. Il y a maintenant des gens qui peuvent filmer et produire du contenu médiatique. Ça, c'est une révolution qui fait que, oui, ça peut aider à contourner un mensonge d'État. Oui. Et que ça fait bouger à la marge le monde Oui, journalistique. voilà, etc. Et parce que ça apporte On un peut pas élément ignorer. de preuve et qu'on peut plus ignorer la parole d'individus. Mais le traitement médiatique, il dépasse ce cadre-là. C'est beaucoup plus important que ça et c'est beaucoup plus grand que ça. Et donc, du coup, parce que c'est derrière l'image que ça renvoie et comment ça met des gens qui vivent sur un même territoire et qui ont une même nationalité dos à dos, en fait. Et l'impact social négatif que ça a, malgré des avancées technologiques qui permettent de rétablir la vérité ou de faciliter la manifestation de la vérité. C'est ça le sujet. Oui. C'est parce que même s'il y a tous ces éléments-là, le discours continue de fracturer la société. D'accord ? L'entêtement d'une chaîne info continue qui fait 8 millions de téléspectateurs par jour à défendre une version officielle et une version policière fracture la France encore. Et ça, on ne peut Mais pas sur s'en tous les féliciter. sujets, ça. Hein. C'est un Oui, combat qui bien peut sûr. se gagner pour vous. Comment vous vous positionnez de façon très courte parce qu'on a quasiment fini. Oui, ça se gagne par l'entêtement et la détermination. Mais aussi, et moi je le dis, et je trouve qu'on est revenu vite à ça, mais le modèle économique des médias de quartier, pour moi, c'est le principal, un des principaux sujets des années à venir. Parce qu'en fait, on le voit bien, Bolloré, quand il prend des médias, Daniel Kretinsky, quand ils vont sur des médias, c'est pas rentable. Mais c'est le pouvoir. Et ils le savent. Ouais. Et donc, comment on donne du pouvoir aux médias des quartiers populaires, c'est un vrai sujet et ça passe par Comment on prend le pouvoir dans les avoir avec quartiers des populaires. discussions économiques, en fait. Et il va falloir que le Bondi Blog, Boulevard Nouveau, tape à la porte de beaucoup de personnes et leur dise, écoutez, faut mettre la main à la poche, en fait. C'est un enjeu de société. Ah oui, bien sûr. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui aux ateliers Médicis. C'est terminé pour Au Micro. On se retrouve très vite pour de nouveaux échanges sur France 24.